Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et on l'a évoqué dans notre émission de mercredi. Oui, les vacances sont propices à une meilleure sexualité, mais également aux rencontres, aux fantasmes. Eh bien, nous allons aborder ce sujet en compagnie de Arthur Vernon et il en connaît, il en sait long sur les fantasmes. Et puis pourquoi pas, vous pourriez venir nous raconter votre plus bel amour d'été parce que oui, on a tous eu, enfin presque tous eu, une belle histoire d'été qui se termine à la fin des vacances, mais dont on garde parfois le goût encore un peu salé dans notre mémoire. J'ai aussi entendu beaucoup d'auditeurs qui rêvaient de faire l'amour sur une plage. Alors, est-ce que c'est un des premiers fantasmes estivaux ? Je pose la question à Arthur Vernon, il va nous en dire plus dans un instant. Et oui, l'été, notre libido, en tout cas, elle est au beau fixe et ce sera dommage de ne pas en profiter. On pourra également échanger sur les indices qui permettent de savoir si on plaît ou pas à la personne qu'on a croisée sur la plage ou dans un lieu public, parce que ça aussi on en a parlé mercredi. En tout cas, pour cette dernière émission de la saison, je vous propose d'être avec les cœurs hauts et chauds. Et donc, n'hésitez pas à venir participer en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Arthur Vernon. Bonjour Brigitte. Vous avez un souvenir d'un amour d'été qui vous laisse un goût salé Pas particulièrement. En fait, je pense que ce qui est bien aussi, c'est quand... Alors certes, la période estivale est peut-être propice aux rencontres, mais les rencontres peuvent avoir lieu aussi toute l'année. Donc c'est bien aussi de savoir en profiter à tout moment. Oui, mais on sait que l'été est propice d'abord parce qu'on a un peu plus de temps, parce que notre libido en général va mieux. Il y a des tas de choses. La luminosité aussi nous rend plus optimistes. Voilà, c'est quand même... Je ne sais pas quelles sont les statistiques, mais il est évident qu'il y a certainement plus de rapports sexuels l'été que l'hiver. Ça... Tout à fait. Alors que le corps humain est supposé être à peu près le même. Donc ça veut dire qu'a priori, la libido naturelle devrait être à peu près la même. C'est juste, il y a des questions de disponibilité. Non, parce que la chaleur, le soleil, la lumière jouent sur nos hormones. Donc forcément, ça stimule notre libido. Oui, mais on a des cycles de production... hormonaux justement qui sont à peu près les mêmes biologiquement. La biologie des hommes et des femmes ne va pas changer en été ou en hiver. Ça bouge quand même. Si. Oui, mais les taux de sécrétion d'hormones, à mon avis, je pense que les femmes vont avoir exactement le même taux. Ça bouge un peu. Puis l'été, on a un peu plus de temps pour soi, donc on a plus le temps de s'occuper de soi. Enfin, il y a un aspect pratique. Les femmes, je l'ai entendu mercredi, les femmes sont plus déshabillées, donc les mecs sont plus excités. Bien sûr. Enfin, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'éléments qui jouent, même si évidemment c'est pas. Mais en tout cas, est-ce que vous qui travaillez beaucoup sur les fantasmes, puisque vous avez créé ce site mysweetfantasy.com, est-ce que c'est vrai que c'est un des premiers fantasmes, faire l'amour sur la plage l'été ? Alors, je pense que ça l'est dans l'absolu. Nous, on en est moins le témoin, parce que là, je pense que pour le coup, on n'a pas grand-chose qu'on peut faire. On n'a pas besoin de nous pour le faire. Mais oui, c'est un fantasme. C'est un fantasme parce que faire l'amour, il y a aussi un cadre, et on a l'impression que le cadre est vraiment idyllique sur une plage, parce que faire l'amour, oui, on a un champ de vision qui est celui du partenaire, mais il y en a quand même ce qui se passe autour, et s'il y a la couleur dorée du sable, le soleil, le ciel bleu, la mer, donc ça fait vraiment un cadre qui a l'impression d'une forme de complétude dans le plaisir et la recherche du plaisir. Idyllique, paradisiaque, la plage, oui. Et le contexte joue évidemment dans le ressenti et dans le plaisir, donc c'est quelque chose qu'on peut concevoir d'un point de vue fantasmatique. Après, comme souvent ou parfois dans les fantasmes, la réalité peut être légèrement décevante parce qu'il y a des problématiques pratiques. Moi, je ne suis pas d'âge. Je suis d'accord. Euphémisme. Mais certains de mes auditeurs, là, depuis quelques jours, où on parle de ça, me disent oui, enfin, quand même avec une serviette. Ah oui. Mais même avec une serviette, vous aurez toujours des petits grains de sable. Je suis bien d'accord avec vous. Moi, j'ai essayé, ça va. J'ai coché la case, je passe à autre chose. Après, il y a différentes positions, hein, si on rentre dans les traits techniques. Alors oui, on m'a dit que la position de la levrette. Ben voilà, exactement. Donc c'est pas bête, voilà. C'est vrai. Mais bon. Et la levrette permet aux deux partenaires d'avoir une vue idyllique sur la mer, par exemple. N'est-ce pas ? Voilà. Oui. Donc non, il peut y avoir quelque chose de sympathique, avec des aspects pratiques un peu moins pénibles que sur d'autres positions.
C'est ça, oui. Bon, cela étant dit, l'amour dans l'eau, ça c'est quand même aussi un grand fantasme. Et ça c'est chouette par contre, les corps sont portés, surtout dans la mer. Oui, c'est chouette tout en sachant également que l'eau malheureusement n'est pas un lubrifiant. Donc il faut quand même qu'il y ait une lubrification naturelle assez importante du côté de la femme pour que ça puisse fonctionner. Oui. L'eau ne va pas aider, en tout cas elle va au contraire elle va un peu compliquer les choses. Mettre son préservatif dans l'eau, ça ne doit pas être simple non plus. Exactement. Oui, donc finalement, alors qu'est-ce qui nous reste, Arthur Verdon? Mais ça n'empêche pas de fantasmer et puis de tenter, parce que parfois même si ce n'est pas comme on l'a imaginé, ça reste une expérience mémorable et sympathique. Oui, et puis de toute façon, on fantasmer, au contraire, ça ne fait pas de mal, bien au contraire. Voilà. Et alors, tout ce qui est sexualité ludique, moi je trouve que c'est très bien aussi. Donc parfois le jeu, il y a des obstacles. S'il n'y avait pas d'obstacles, ce ne serait pas aussi ludique. Donc autant s'amuser et autant tenter des choses. Et alors justement, sur mysweetfantasy.com, votre site où les gens peuvent raconter leurs fantasmes et vous pouvez les aider à les réaliser, est-ce qu'il y a des nouveaux fantasmes qui sont apparus? Quel serait celui qui arrive en tête? Je dirais la grande tendance là sur les derniers mois, c'est vraiment les fantasmes de couples qui cherchent du jeu de rôle et le contact avec une troisième personne. Et donc on est vraiment dans une mise en situation, dans un cadre sécurisé, je dirais à la différence des clubs libertins où là, comme ce sont des gens entre guillemets normaux, on ne sait pas comment ils vont réagir. Nous, comme ce sont des comédiens ou des comédiennes, c'est sécurisé, donc il n'y a pas de risque de débordement, c'est exactement comme ils le souhaitent. Donc c'est une première étape pour introduire une troisième personne au sein du couple. Et alors évidemment, avec qui il se passera rien, voilà, mais il n'y aura pas de relation sexuelle, mais qui quand même donnera du piquant au couple. Exactement. Il y a un jeu de séduction c'est vraiment ce qu'on nous réclame, un jeu de séduction qui ait lieu de la part de la troisième personne. Donc le couple peut jouer sur cette relation de séduction, et ensuite ça peut aller à ce que le couple en lui-même ait une relation sexuelle en présence de l'autre personne qui pourra être plus ou moins dénudée. Et certes, il n'y aura pas de relation sexuelle avec la troisième personne, mais il y a quand même un jeu du plan à 3 qui est un fantasme pour le coup qui arrive très haut lorsqu'on regarde les classements des fantasmes des Français. Oui. Et alors j'imagine que c'est plutôt une femme qu'on fait intervenir en plus du couple, je suppose. Généralement, effectivement, on a parfois des demandes pour des hommes, ça arrive, mais sinon c'est plutôt une femme. Et de façon étrange, lorsque c'est le cas inverse, si c'est un homme, en fait c'est rarement un homme, mais ce serait plusieurs hommes. Alors c'est une demande de fantasme qu'on a moins, mais il y a quand même le fantasme du gangbang. Et là, pour le coup, là ça peut aller plus loin, parce que là, dans ces conditions, on ne fait pas venir un comédien, on fait un peu ce qu'on peut avoir dans des clubs libertins. On peut effectivement organiser des rencontres avec des libertins qui sont motivés, et là on organise véritablement un gangbang. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible également. Oui, bien sûr. De toute façon, le fantasme de découvrir quelqu'un d'autre en plus de son couple, on peut le comprendre. C'est un fantasme qui est là. Après, passer à l'acte, c'est toujours la difficulté entre le fantasme et la réalité, évidemment. Oui, bien sûr. Et nous-mêmes, entre les demandes que nous avons et lorsque nous sommes ensuite en discussion avec les clients, il peut parfois y avoir une évolution lorsqu'ils vont se rendre compte, lorsque les choses vont se concrétiser. Et parfois, on sent qu'il y a effectivement une petite tension. Et là, dans ces conditions, c'est pas grave. Ça s'arrête là. Et puis, autant que nous, on veut que tout se passe bien. Donc, que chacun soit évidemment très à l'aise avec ce qui va se passer. En tout cas, votre site, tout doucement, grandit, et c'est intéressant parce que vous avez vraiment la température des fantasmes des Français, et ça, c'est quand même quelque chose de passionnant. Oui. Et puis, alors, les jeux de rôle, c'est quoi? C'est l'infirmier, le pompier, la secrétaire, l'infirmière? Oui. C'est les grands classiques, j'imagine. Oui, les grands classiques. Les mêmes? Oui, exactement. Sachant que généralement, sur des couples, en fait, c'est surtout des rencontres, ils veulent que ce soit naturel. Donc, soit c'est dans un restaurant, ou soit aussi à Sweet Paradise, et subitement le couple va être abordé par une demoiselle, et puis il va y avoir un jeu de séduction, de la danse, des regards, donc il y a l'aspect vraiment naturel, se dire tiens, nous allons être séduits. Donc il y a toujours aussi cet aspect séduction qui revient dans ces jeux de rôle. Maintenant, là, ce que vous évoquez, ça c'est des jeux de rôle qu'on peut proposer et qui sont davantage, étrangement peut-être, c'est des hommes qui peuvent nous réclamer ça. Et là, on est plus dans un contexte fétichiste. Ça arrive assez souvent qu'on ait une clientèle aussi un petit peu fétichiste. Alors, davantage à Sweet Paradise d'ailleurs que sur My Sweet Fantasy. Sweet Paradise, qui est votre boîte de votre bar à fantasmes, qui se trouve dans le 2e rue Marie Stuart.
La différence entre les deux, c'est que, en gros, sur My Sweet Fantasy, on va réaliser des fantasmes à l'extérieur, donc qui vont nécessiter une préparation plus importante, alors que maintenant qu'il y a Sweet Paradise, il y a la possibilité quasi immédiate et instantanée de se rendre au bar à fantasmes et de pouvoir réaliser le fantasme immédiatement. Donc on a les costumes, comme vous l'indiquez, de la maîtresse d'école, de la policière. Donc si la personne a ce fantasme-là, il n'y a même pas besoin, je dirais, de prendre rendez-vous à l'avance. Et comme dans n'importe quel bar, eh bien, on se rend au bar et on a des sweeties qui sont toujours sur place de 15h à minuit et elles vont pouvoir réaliser ce fantasme. En tout cas, l'été, c'est pourquoi pas, hein, on a un peu le temps. On peut aussi mettre en place un fantasme dans son couple. Et si on... Enfin, je veux dire, tout est envisageable. Encore une fois, quand on est dans le fantasme, hein, on peut laisser son imaginaire évoluer. Et puis, on va peut-être aussi évoquer les rencontres, hein, l'été, qui sont parfois surprenantes. Et pourquoi pas, hein. Je sais que vous n'êtes pas vous ne prenez pas la fidélité, c'est un sujet que vous abordez souvent. Hein, Oui, alors la fidélité, disons que moi je pense que c'est bien d'avoir une transparence lorsqu'on est en couple, donc qu'il n'y ait pas véritablement ce qu'on appelle de la tromperie. En revanche, je ne suis pas forcément pour, on va dire, le diktat de l'exclusivité sexuelle dans le couple. Je pense que le couple, il y a une charge monumentale à la charge des deux partenaires du couple sur la gestion de la vie quotidienne, sur l'amour, la fidélité, enfin sur l'amitié, sur le soutien. Donc il y a énormément de choses. Est-ce que la sexualité doit impérativement faire partie du package ? Je n'en suis pas sûr. Et là, je vous rejoins, je pense que l'été est aussi une période tout à fait propice pour avoir ce type de réflexion et peut-être tenter des choses un peu nouvelles en couple, alors que justement on a un petit peu plus de temps. Eh bien, en tout cas, venez nous raconter comment vous envisagez de passer cet été, ou venez nous raconter un amour de vacances qui vous a marqué et que vous avez envie peut-être de vous remémorer avec nous. On vous attend au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, c'est Arthur Vernon qui est avec nous, écrivain, scénariste et cofondateur avec Flore Chéry de ce site mysweetfantasy.com et du bar à fantasmes Sweet Paradise. On évoque l'été parce qu'il fait beau et que beaucoup d'entre vous sont peut-être déjà partis en vacances ou vont partir en vacances, et peut-être que vous avez envie de nous parler de votre été et de votre sexualité. Bonjour Tom. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Tom. Donc merci de me recevoir et puis merci pour cette très belle introduction qui m'a rappelé beaucoup de choses liées à l'été. Effectivement, des amours de vacances, j'en ai pas réellement connu pendant l'été. J'ai plutôt connu des envies d'amour de vacances, mais comme étant déjà en couple, je n'osais pas franchir le pas. Ça, c'est quand j'avais 20 ans, et où effectivement il y a toute la séduction, tout ça qui s'installe. Maintenant, avec du recul, avec on va dire un peu plus de maturité, je vois les choses un peu différemment. Et effectivement, ne pas confondre, on va dire, sexualité avec sentiment. Et c'est vraiment, mais voilà, c'est un tout. Et effectivement, comme vous disiez, c'est vrai que l'été, le soleil, ça change tout. La chaleur sur les corps et tout le reste, et de voir les femmes plus dénudées, plus, on va dire, plus se mettre en valeur, bien sûr, ça éveille tellement de choses. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose, comme vous le disiez, qui est vraiment en ce moment, c'est ce qu'on voit et c'est ce que je vois, et c'est vraiment très très agréable. Mais en même temps, je ne sais pas si vous avez des regrets de ne pas avoir cédé à la tentation ou pas, mais ça ne va pas forcément être ma question, parce que ça pourrait être une question trop indiscrète. Mais au fond, être excité et je dirais même séduit ou sentir une attraction forte pour une autre femme ou d'autres femmes, ça peut de toute façon stimuler votre libido. Ah, totalement. Alors, de toute façon, pour répondre, là, effectivement, je n'avais pas cédé à la tentation, j'avais mes principes et puis j'étais fidèle. Voilà, j'étais en couple et j'étais fidèle, j'avais mes principes. Mais effectivement, quel plaisir ça, aussi bien pour un homme, pour une femme, que de voir des regards, que d'être séduit, d'être tenté. Je veux dire, on ne peut être que content de ça. Après, on passe à l'acte, on passe pas à l'acte. Mais c'est vrai d'avoir ces regards-là. Et maintenant, je veux dire, avec le temps, donc maintenant j'ai 46 ans, j'ai pas senti, c'est pas les mêmes, on va dire, les mêmes désirs qu'avant, parce qu'avant c'était un groupe de copains sur la plage, on fait connaissance, on passe le temps ensemble. Maintenant, voilà, ça fonctionne plus comme ça quand on va à la plage. Soit voilà, c'est avec ma compagne, même si on est passé à un autre stade avec le libertinage, entre autres.
mais c'est pouvoir sentir des regards. C'est plus comme avant. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est plus comme avant dans le fait de pouvoir voir ces regards-là. Par contre, effectivement, passer sur d'autres choses, faire l'amour à la plage. Je me souviens, c'était l'année dernière, première fois en Corse. Voilà, on est parti avec des amis et puis pouvoir faire l'amour comme ça sur une plage de Corse, un paysage de rêve, c'est magnifique. Et comme vous disiez, on n'est pas forcément à l'abri de se faire surprendre ou pas. Ça rajoute ce petit piment un petit peu et c'est vraiment, oui, c'est... De toute façon, il y a une transgression quand on fait l'amour dans un lieu public, et la plage c'est un lieu public, il y a déjà une transgression et on sait le pouvoir de la transgression sur notre libido. Oui, il faut rappeler, enfin certainement les auditeurs le savent, mais c'est quelque chose qui est considéré comme de l'exhibitionnisme et donc illégal en droit français d'avoir une relation sexuelle en public. Je crois qu'il y a quelques... Sauf au Cap d'Agde. Voilà, il y a une petite exception qui est ce qu'on appelle la baie des Cochons au Cap d'Agde, qui est un bout de plage très très reculé, où là pour le coup il y a une réelle tolérance pour qu'il y ait des pratiques sexuelles en public. Et c'est vraiment une exception parce que même sur une plage naturiste, la relation sexuelle n'est pas non plus autorisée de façon générale. Donc là, il y a vraiment une exception très particulière sur la baie des Cochons au Cap d'Agde. Oui, mais c'est normal que ce soit interdit, puisqu'il y a des gens qui pourraient vous surprendre alors qu'ils n'ont pas envie de se retrouver confrontés au spectacle d'un couple qui fait l'amour. Mais bon, voilà. Ça reste, vous voyez, je vous disais, Arthur, ça reste un des fantasmes les plus fréquents et vous l'avez réalisé seulement l'année dernière à 45 ans, donc Tom. Ouais, exactement. Mais par exemple, je sais que nous, on va aller faire un tour à la baie des Cochons justement d'ici quelques semaines. Mais pourtant, on n'a jamais fait l'amour là-bas. Ça sera la deuxième fois qu'on ira à Cap, mais on n'a jamais fait là-bas parce que peut-être que c'est trop un peu oppressant. Peut-être que cette année, ça changera. Mais alors que l'année dernière, c'était vraiment quelque chose de particulier. C'est de se retrouver comme ça sur la Corse et autres. C'est vraiment une alchimie, quelque chose de... Oui, on le sent, on le sent pas, mais l'été est vraiment beaucoup plus propice à ça et à laisser vraiment des beaux souvenirs en tout cas. Mais, pardon, oui, sur la plage en Corse, vous étiez à peu près seul, isolé ? Non, parce qu'on s'est mis dans un endroit qui n'était pas forcément le plus simple, qui était pratiquement sur un lieu de passage, mais légèrement reculé, donc obligé de surveiller en permanence. Voilà, c'était pas le plus serein, mais c'est quelque chose qui restera gravé. Très bien. Parce que, c'est quand même un contexte très différent de la baie des Cochons, où là, pour le coup, les couples qui le font sont réellement exhibitionnistes. Et entourés. Oui, et ils savent qu'il va y avoir, on va dire, un essaim, réellement un essaim d'hommes qui va venir se masturber autour d'eux dans les quelques secondes qui vont suivre. Je dis quelques secondes qui vont suivre parce que généralement, ils ont tellement les yeux qu'ils regardent et ils ont anticipé les couples qui allaient passer à l'acte. Donc c'est une expérience, Oui, c'est un peu comme les cartes coin, vous jetez un morceau de pain dans l'eau et puis il y a toutes les cartes qui arrivent. C'est exactement l'image. Elle doit être contente de votre femme, tiens, vous là. Non, mais voilà. Mais voilà, en tout cas, je suis content de participer à cette émission parce que voilà, ça m'a rappelé tellement de souvenirs. Et puis également, on a pour rebondir un peu sur ce que fait Arthur, on a l'intention d'aller au Sud Paradise à la rentrée. Voilà, avec un couple d'amis, parce qu'effectivement, le concept qu'on a connu dans votre émission, Brigitte, voilà. C'est un mix, donc on a envie de tenter ça, et effectivement, pour avoir tous ces fantasmes-là, toutes ces... Oui, je crois que c'est un endroit magique, et si vous êtes libertin, en plus, vous ne pourriez qu'y trouver votre compte, me semble-t-il. Tout à fait, ouais. Mais en tout cas, ce que j'aime bien dans votre fantasme sur la plage en Corse, c'est qu'il est réellement là, le fantasme. C'est-à-dire que vous êtes à la fois dans un lieu magique, fantastique sur le plan esthétique et visuel, et en même temps avec la crainte quand même d'être surpris, parce que si vous aviez été surpris, c'était quand même pas très, très autorisé. Donc vraiment, vous l'avez réalisé, le fantasme. Et de marquer la première fois, et de marquer aussi de la première fois en Corse. La première fois, voilà, c'est vraiment... C'était un mix, c'était vraiment un package de repartir avec ces images-là, ces sensations-là de Corse et de surfer dessus pendant... Voilà, quand il y a le téléphone qui vous dit « Regardez vos souvenirs, il y a un an que vous étiez en Corse », on se replonge dans ces souvenirs-là. Et là, avec le thème de l'émission, je me suis replongé également il y a 26 ans ou d'autres fois. Voilà. Et puis, à chaque époque, chaque maturité, on voit les choses différemment et on prend les choses différemment. Et ça, c'est le pouvoir du fantasme qu'un couple a réalisé, c'est-à-dire qu'il y a le pouvoir ensuite de se le remémorer et ça crée quelque chose de fort dans la sexualité du couple. Donc il ne faut pas hésiter, quand vous avez un fantasme, d'abord de communiquer ensemble et puis pourquoi pas d'essayer de le réaliser pour marquer votre sexualité d'un souvenir fort. Ouais, la communication, c'est très important.
Absolument. Et ce que vous dites, ce qui est aussi intéressant, c'est que on aurait pu avoir tendance à se dire, tiens, avec l'âge, c'est plus difficile, les regards de séduction ne sont plus exactement les mêmes, mais on voit bien justement qu'on a des plaisirs différents et la sexualité est quand même assez riche pour avoir un plaisir différent à 20 ans et un autre à 46 ans. Il y a quand même de multiples expériences qu'on peut faire et c'est souvent aussi un conseil qu'on peut donner à des jeunes auditeurs de ne pas vouloir tout faire immédiatement. C'est vrai. On a le temps de découvrir la sexualité sur quelques dizaines d'années. C'est un plaisir qu'on peut comme ça picorer de temps à autre. Très, très juste. Et on sera ravis aussi de vous accueillir à Sweet Paradise. Et effectivement, mieux, si vous venez en couple, effectivement, et que vous êtes, qui sont libertins aussi ou pas? Oui, aussi, oui. Bon, alors dans ces conditions, vendredi soir et samedi soir, vous avez des spectacles pour des libertins. Vous venez avec un petit bracelet rouge et ça devrait très bien se passer. Exactement. Et là, pour rebondir pour ce que vous disiez, c'est vrai qu'à chaque âge, il y a sa sexualité. Et notamment, moi, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est qu'à partir de 40 ans, comme j'ai déjà pu l'évoquer, les femmes sont à l'écoute de leurs émotions et de leurs sentiments par rapport à avant. Et c'est vrai que ça crée vraiment des relations, des alchimies qui sont totalement différentes. Chaque tranche d'âge a sa sexualité. Et il ne faut pas griller l'étape, faut juste ressentir les choses. On peut rassurer les gens qui vieillissent. Il y a d'autres surprises, d'autres choses qui vont... Donc tout va bien, Tom. Vous avez encore de belles années devant vous. Merci beaucoup de ce témoignage. Merci à vous. On fait une petite pause et on retrouve notre Sexy News, Philippe Breneau, qui nous a rejoint. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Arthur Vernon, nous retrouvons Philippe Breneau, qui, comme toujours, va nous faire découvrir d'autres choses sur la sexualité humaine. Je ne suis pas sûre que ce soit très gai ce que vous allez nous raconter aujourd'hui, Philippe. Pas forcément gai, Brigitte, mais c'est une lecture de plage, j'allais dire. Oui. Oui, je voulais vous parler du sexe comme arme de guerre et de dissuasion, mais dans un contexte très particulier. Alors, on sait combien le sexe a joué et joue toujours dans les conflits armés aujourd'hui, un rôle majeur dans les conflits armés pour déstabiliser l'ennemi et souvent dans sa structure sociale, notamment par le viol, la prostitution forcée, l'esclavage sexuel. Enfin, il y a des choses vraiment terribles dans ce domaine. Mais je viens de découvrir le rôle du sexe dans la régulation des rapports sociaux en captivité, et notamment, autrefois, parce que ça n'existe plus aujourd'hui, au bagne, où il y avait un rôle déterminant. Alors c'est un roman, j'allais dire passionnant, que je viens de lire. En fait, c'est une biographie romancée, mais qui est tout à fait extraordinaire, de l'un des plus grands forçats du XXe siècle, qui s'appelait Armand Spillers. Armand, alors c'est paru sous le titre d'Armand le Bagnard. C'est mon ami André Benjebar, qui est un grand historien, qui l'a écrit au Cherche Midi. C'est un récit palpitant d'un monde très peu connu qui va nous montrer les limites de l'humanité, ou j'allais dire de l'inhumanité. Oui. Et donc ce fameux Armand, il s'est retrouvé au bagne de Cayenne, j'imagine. Il s'est retrouvé au bagne de Cayenne pendant des années, quoi. Voilà, Spillers, il est né en 1902, mais il est très connu. Pardon. Il est né de 1902 dans le nord de la France. Il a été condamné en 1925 à 10 ans de travaux forcés, déporté au bagne de Cayenne, dont il va s'évader. Il va s'évader de Cayenne, de la prison de la Santé, à Marseille également. Il y a eu 6 évasions. Il est connu parce que c'était l'évadé permanent. Il est arrivé à des choses extraordinaires. Et il a confié à André Benjabar, il a confié tout ce qu'il avait vécu. C'est tout à fait extraordinaire. On découvre la vie et l'intimité de ce monde entièrement masculin, très machiste, violent, et une arme, le sexe. Je vous lis un tout petit passage. On lui assigne un numéro, bien entendu, on le mit dans une cellule d'isolement. Il aimait autant être seul que dans un dortoir collectif. Des histoires effrayantes circulaient sur les violences de nuit. Les forts à bras, les anciens des bagnes d'Afrique, des colosses musclés et tyranniques, harcelaient les jeunes condamnés pour leur en faire, leur future gagneuse. Alors la gagneuse, c'est en fait, ils vont gagner leur fric avec, c'est-à-dire qu'ils vont ils le féminisent, ils vont la prostituer, et ce sont des rapports de soumission par prostitution. Je continue un petit peu plus loin. Armand se demandait dans quel lupanar il avait atterri.
Il avait deviné que c'était son corps de jeune homme qui lui valait tant d'égards de la part du vieux bagnard qui l'affranchissait. C'est-à-dire qu'il a une sorte de protecteur. C'est parce que ce protecteur le trouve très beau et qu'il va essayer d'en profiter. Et plus loin, il y a des passages extrêmement terribles dans ce monde-là. Le regard apeuré des nouveaux arrivants qui craignaient d'avoir à choisir entre la soumission sexuelle et la mort. Mais on sait que ça existe dans les prisons. Alors ça existe dans les prisons. Ce genre enfin cette sexualité-là de dominant et... Exactement, Brigitte, ça existe dans les prisons, mais avec le fait que dans les prisons, ça ne va pas jusqu'au meurtre. Alors que là, c'est régulièrement... Oui, bien sûr, c'est ça existe de temps en temps. C'est moins pire, oui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, celui qui refusait, on le retrouvait mort 2 jours plus tard. Et alors apparaissent 2 catégories. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est même dans les rapports médicaux. Le médecin les annote PP ou PA. Alors c'est pédéraste passif ou pédéraste actif. Et en définitive, on se retrouve un petit peu dans la situation que l'on connaissait depuis l'Antiquité, c'est-à-dire que le pédéraste, enfin l'homosexuel actif n'est pas un homosexuel. C'est que l'homosexuel passif qui accepte ou qui est contraint que l'on va appeler homosexuel. Et d'une certaine façon, les forts à bras sont ceux qui s'emparent des jeunes, qui en font leur proie, qui vont les prostituer, mais en définitive... Oui, le PD, c'est celui qui subit et qui se fait sodomiser. Soyons clairs, oui, bien sûr. Alors ça s'appelait, ça s'est appelé pendant longtemps... je me souviens dans les classifications, on appelait ça l'homosexualité de compensation. Parce que le médecin, par exemple, fait toute cette réflexion et il dit, enfin, le médecin dont parle Armand Spillers, il dit tous des invertis. Et c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en définitive, tous se disent bien hétéros, d'ailleurs, quand on leur demande, sauf, et même peut-être tous, sauf quelques-uns, mais par contre, il y en a qui sont soumis à accepter, et les autres qui vont avoir d'une certaine façon, la plupart se déclarent hétéros, mais qu'en l'absence de partenaire féminine, eh bien tout paraît faire l'affaire. Un petit peu comme sur les bateaux à l'époque. La même chose, les longs courriers, les terres nevasses. Hein, il y avait effectivement... il faut se rappeler que le terme phoque, qui a priori on a toujours cru que c'était l'animal, mais en fait non, c'est le phoque, c'est une voile particulière, et ça vient de l'époque où quand il y avait des longues traversées et que les marins étaient longtemps sur des bateaux sans femmes, ils prenaient ce qu'ils avaient sous la main. Hein. Il y en avait un qui se dévouait pour être dans le tonneau, ils appelaient. Il y avait aussi l'histoire de phoque, c'était aussi par proximité avec l'américain fuck. Il y a les 2 étymologies qui sont vraies, qui marchent en même temps. Et simplement pour conclure un petit peu là-dessus, le sexe était, parce qu'il y a beaucoup de réflexions qui pourraient être faites, le sexe était surtout là comme une arme de dissuasion, mais surtout comme un moyen d'affirmer son rang social, c'est-à-dire pas la rivalité entre mâles qui va assurer un rang de dominance. C'est-à-dire je suis le dominant parce que c'est moi qui ai le plus de prostituées, c'est moi qui vais avoir un certain rang social. Mais vous qui êtes anthropologue, Philippe Breneau, on le voit chez les animaux, par exemple quand un chien mâle monte sur un autre chien mâle, c'est un rapport de domination, c'est pas parce qu'il a envie de le sodomiser. Ça c'est l'interprétation qu'on fait en tant qu'humain, mais voilà, vous avez raison. Vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que je vais dire dans les dernières décennies, pour déculpabiliser, pour arriver à rendre licite un petit peu l'homosexualité masculine qui est très difficilement acceptée par beaucoup de milieux, on a dit il y en a un peu partout de l'homosexualité. C'est pas très vrai, parce que par exemple dans la nature, on trouve par exemple soit des mâles qui montent des mâles, soit des femelles qui montent des femelles. Souvent quand il y a un déséquilibre populationnel, il y a des populations en Afrique où par exemple tout d'un coup il y a presque des femelles, les femelles vont se frotter les unes contre les autres. C'est pas de l'homosexualité, c'est en fait un apaisement de l'excitation dans les périodes de chaleur, d'œstrus, de la même façon pour les mâles, ou alors des rangs de domination. On le voit par exemple chez les grands primates, lorsque un individu est extrêmement agressif, il y en a un autre qui prend une position dite féminine, femelle,
qui donne l'impression de se faire monter, sauf qu'il n'y a jamais de pénétration, on ne connaît pas ça, et c'est une façon d'apaiser l'agressivité dans le groupe. Et je crois que là, alors on retombe peut-être un petit peu de la même façon, parce que c'est un groupe où il n'y a que des mâles dans ces bagnes, mais il y a quelque chose de terrible, c'est-à-dire que le sexe est le moyen de les soumettre. Voilà, je conseille, c'est une lecture de vacances, ça s'appelle Armand le Bagnard, c'est L'éternel évadé d'André Benjebar, c'est au Cherche Midi, c'est franchement passionnant, et puis ça nous fait réfléchir sur ce qu'est fondamentalement les rapports de domination par le sexe. On voit de quelle façon la sexualité masculine pénétrative est un moyen de soumettre l'autre, qu'il soit de même sexe ou d'un autre sexe. Alors ça, c'est une lecture qui est intéressante. Moi, ce que j'entends surtout également, parce qu'on a aujourd'hui dans les médias ou les réseaux sociaux une appréciation différente de cet aspect, qui est celui du besoin sexuel, hein, où on peut entendre notamment dans certains courants féministes qu'il n'y a pas de besoin sexuel. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on a une homosexualité de substitution. Donc, le besoin sexuel, il est tellement important en réalité qu'il en est à changer le désir initial ou naturel qu'on pourrait avoir. Oui, faute de grille, on mange des merles, quoi. Mais oui, mais c'est quand même. Je suis d'accord. C'est quelque chose. C'est quand même hallucinant. En fait. Bien sûr. De se dire, il y a un tel besoin sexuel que même si on est hétérosexuel, qu'on a un désir naturel pour des femmes, et ben au bout d'un moment, on se dit, c'est pas grave, tant pis, je passe avec un homme, mais j'en ai vraiment besoin. Et ça, c'est quand même une illustration, je pense, assez flagrante de ce besoin sexuel. J'ai eu une conversation intéressante il y a 3 jours avec des pédopsychiatres, des psychiatres, bref, et on en arrivait à la conclusion, ça c'est une chose qu'on n'ose pas dire, mais on en arrivait à la conclusion que si aujourd'hui on a une baisse de la sexualité des jeunes, mais on a une augmentation des suicides, une augmentation de l'anxiété, et qu'il y a peut-être un lien à faire entre les deux. Alors moi je dis pas qu'il faut le faire ou pas, mais il faudrait peut-être quand même se poser la question. En tout cas, au Japon, c'est exactement la même situation. Absolument. Comme par hasard, c'est le pays où il y a le plus de suicides et celui où il y a le moins de sexualité. Oui, exactement. Je ne sais pas si on peut faire le rapport, parce qu'il y a une histoire très particulière au Japon entre 2 ou 3 générations après la présence américaine, le refus de non, mais on parle du suicide et du manque de sexualité. Bien, parce que quand vous finissez par vous masturber devant de la pornographie et que vous êtes de plus en plus anxieux et de plus en plus proche de... Enfin, et puis je crois que, par exemple, l'histoire d'une part des arguments sur l'absence... Il n'y a pas de besoin sexuel, je comprends bien, moi-même je le soutiens. Il n'y a pas de besoin sexuel mais dans le sens où si on n'a pas de sexualité de 8 jours, de 15 jours, de 3 ans, il n'y a rien qui se passe sauf de la frustration, c'est pas sur un autre plan. Et c'est peut-être là-dessus que une part des mouvements féministes disent d'une certaine façon, il n'y a pas de besoin sexuel qui est toujours prétendu pour les hommes. Et c'est d'ailleurs comme ça que les femmes... Par contre, les hommes ont du mal avec une habitude qui est en définitive une habitude coïtale, éjaculatoire, de ne pas la réaliser. Je suis entièrement d'accord. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, enfin, on sait quand même que la testostérone, c'est elle qui provoque le plus la pulsion sexuelle et qu'elle est quand même largement dominante chez l'homme par rapport à la femme. Donc, et alors là, dans ces conditions, pourquoi ils changent complètement leur sexualité s'ils n'ont pas de besoin sexuel ? Dans les bagnes, c'est pas ça, et je crois que le terme de compensation est pas mal, c'est-à-dire que vous ou moi, si on est hétéro, on se retrouve au bout d'un moment de masturbation, dans le fond, avoir des contacts humains dans un moment d'intimité, eh bien effectivement ça sera... Puis nous, si on n'a pas d'homme sous la main, on prend un jouet. Hein, exactement. On prend ce qu'il y a, hein, on fait ce qu'on peut. Quand on parle de compensation, on compense quelque chose, et ce quelque chose, c'est un besoin. Est-ce que c'est pas le... Oui, mais est-ce que c'est pas le plan sur le plan affectif plus que sexuel? Philippe fait très attention avec les féministes. C'est un mâle blanc depuis 50 ans. Vous n'avez pas encore 50 ans, Arthur Vernon. Vous en pouvez encore vous en tirer.
sans qu'on vous la coupe. C'est vrai que ce n'est pas une discussion politiquement correcte, hein, mais bon, je pense qu'à un moment, ce sera intéressant qu'il y ait peut-être un travail plus sérieux sur ce sujet. C'est peut-être aussi sur le plan affectif, c'est-à-dire d'un rapport, et c'est peut-être la différence entre la stimulation personnelle. Philippe Bruno, moi pour avoir travailler sur, justement, on en parlait tout à l'heure hors antenne avec Arthur Vernon, sur les personnes qui seraient infirmières sexuelles pour les jeunes qui sont handicapés, etc. Moi, j'ai quand même eu des témoignages de mères qui se sentent obligées de branler leur fils tellement c'est insupportable pour eux à 15-16 ans de pas pouvoir se masturber quand on a une telle poussée de testostérone. Donc je veux dire, ce besoin viril d'éjaculer, c'est quelque chose que seuls les hommes peuvent comprendre, mais ce serait bien que les femmes puissent quand même l'entendre. Qu'elles puissent l'entendre aussi, oui, bien sûr, je suis d'accord. Voilà, nous les femmes à 15 ans, on a certes, on a les mais ça n'a rien à voir, c'est absolument rien à voir. Et je suis pas sûr qu'il y ait encore une vraie étude très sérieuse quand on dit, voilà, s'il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de conséquences. Non, n'y a-t-il vraiment aucune conséquence psychique au plan biologique? Non, j'ai dit au plan biologique, purement. Voilà, au plan biologique. Mais peut-être que d'un point de vue psychique, au bout d'un moment, il y a quand même, il y a peut-être effectivement des problèmes qui se posent, qui peuvent peut-être, je n'en sais rien, mais peut-être aller jusqu'à des drames. Évidemment. Merci en tout cas, Philippe. Ça a lancé un sujet qui convient très très bien à Arthur Vernon. Merci Philippe, bon été à vous. Et puis, si vous voulez, il y a un autre roman que vous pouvez emmener sur la plage, Taxi Thérapie. C'est Philippe qui en est l'auteur. Et c'est très intéressant. Et c'est aux éditions Serge Safran. Lily, bonjour. Vous allez répondre à 3 questions intimes et puis vous pourrez en poser une à Arthur Vernon. Lily, est-ce que vous avez ce fantasme de faire l'amour sur la plage ? Oh bah écoutez, je pense comme beaucoup de gens, donc oui. Bonjour tout d'abord Arthur, bonjour à vous également. Bonjour. Oui, c'est un fantasme d'ailleurs que j'ai déjà assouvi. Ah bah alors, vous l'avez pu, donc ça y est. Et c'était bien ? Oui, à part le sable. Voilà, à part le sable. Hein, Voilà. Oui. Prenez une serviette cet été si vous voulez faire l'amour sur la plage. Voilà, j'y penserai. Deuxième question. Quel est pour vous le temps idéal du coït ? Grand sujet que nous avons abordé mercredi aussi. Alors, je vais peut-être paraître bête, mais je ne connais pas ce mot, donc si vous pouvez me Alors, définir. le coït, c'est au moment de la pénétration jusqu'à l'éjaculation, c'est-à-dire le rapport sexuel proprement dit. Enfin, d'accord. Proprement ou salement dit, d'ailleurs. J'ai pas forcément Mais je sais pas de sujet. Non, j'ai pas de... Non, mais vous aimez que ça dure longtemps, pas longtemps Non, effectivement. Enfin, après, je pense que ça va dépendre du partenaire. S'il y a beaucoup d'excitation, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant et qui donne envie. A contrario, si c'est une relation, si c'est un moment intime qui est particulièrement douloureux, je vais préférer pour ma part que ce soit assez rapide. Bon, décidément, on n'en saura pas plus. Alors, dernière question. Est-ce que vous avez déjà utilisé un jouet intime ? Oui. Ah, bon. Et c'était bien ? Non. Moi, je préfère avoir un homme plutôt qu'avoir un jouet intime. Marquez ça, moi aussi, hein, mais parfois, on fait ce qu'on peut. Bref, allez, vous pouvez poser une question à Arthur Vernon, il vous écoute, allez-y. Du coup, la question, ça serait, est-ce que vous pensez, Arthur, qu'on peut avoir une vie épanouie sans avoir forcément tout le temps de rapport sexuel avec son conjoint ? Eh bien, on va attendre une petite pause pour vous donner la réponse. Lily, restez avec nous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Lily, Arthur Vernon est suspendu à vos lèvres. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Lily ? Alors, peut-être redire un petit peu quelle était la question que vous aviez posée. Bravo Arthur, vous ne suivez pas. Est-ce qu'on peut vivre sans relation sexuelle avec son compagnon ? Alors, en gros, il y avait une nuance en réalité. Est-ce qu'on peut vivre sans relation sexuelle ou sans relation sexuelle avec son compagnon ? Ce qui signifierait qu'on puisse avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Donc moi je pense que c'est épanouissant. C'est quoi votre vraie question, Lily ? Parce que et voilà, il y avait. Allez-y, Lily. Ouais. Non, en fait, c'est est-ce qu'on peut être épanoui dans sa vie de couple sans avoir beaucoup de relations sexuelles ? Ah, du tout.
Pas du tout, c'est pas beaucoup, du tout, mais en avoir voilà, peu, voilà. Oui, non mais de toute façon, je pense que la réponse, oui, il y a des gens qui sont asexuels, donc c'est-à-dire qui n'éprouvent pas de réels besoins, désir sexuel, donc ça arrive. Après, c'est des questions de personnalité. Si quelqu'un a une libido importante et qu'elle a très peu de relations sexuelles, ça va devenir très, très compliqué et elle va vivre une vie certainement qui ne sera pas très, très heureuse. Maintenant, je pense que dans un couple, il n'est pas important pour le couple d'avoir énormément de relations sexuelles. Il peut se passer beaucoup de choses qui soient très épanouissantes au sein d'un couple. Et donc le sexe ne doit pas être un critère. Maintenant, si la personne au sein du couple est quelqu'un qui a besoin d'avoir beaucoup de relations sexuelles et qu'elle ne le trouve pas au sein de son couple, moi personnellement je trouve que ce n'est pas un problème et qu'elle peut avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes à l'extérieur du couple. Mais plutôt, dans ce que je recommande, plutôt dans un cadre ouvert, plutôt, c'est-à-dire avec une discussion et une communication importante au sein du couple, plutôt qu'à côté, en cachette, dans le cadre d'une tromperie. Mais en fait, Lily, votre question, elle est très intéressée, j'imagine. Oui, alors j'ai pas un compagnon qui est très demandeur, moi non plus, mais c'est vrai que des fois, en tant que femme, je me pose souvent la question de me dire le fait de peut-être pas de pas avoir beaucoup de relations sexuelles, est-ce que ça peut poser problème et est-ce qu'on peut justement avoir une vie moins épanouie, le fait de ne pas faire autant l'amour. Mais est-ce que vous avez envie? Est-ce que votre compagnon a envie? Est-ce que quelqu'un est frustré dans le couple? Non, j'ai pas l'impression. Bon. Moi, je vais peut-être. Est-ce que vous avez une bonne intimité? Parce qu'en fait, c'est vrai, la question, c'est vraiment la question de l'intimité dans votre cas. Oui, sur ça. Vous êtes tendre, vous êtes proche, vous aimez vous caresser, vous toucher, vous embrasser, vous collez l'un à l'autre. Vous êtes. Oui, tout à fait. On n'a pas de tabou de ce côté-là et quand nous avons des relations sexuelles, c'est très passionnel, donc c'est pas le problème. Donc je crois que tout va bien. Oui, je suis d'accord aussi. Oui, je crois que tout va bien. C'est juste que vous n'avez pas. Vous savez, on a la fréquence moyenne des rapports sexuels. Ce serait deux par semaine, à peu près. Mais c'est une moyenne. Quand on sait qu'il y a des couples qui font l'amour tous les jours, que vous fassiez l'amour, par exemple, une fois par mois, ça me paraît tout à fait bien. Ce qui serait peut-être ennuyeux, c'est si vous en arriviez à ne plus faire du tout l'amour, ou si quand vous faites l'amour, ça se passait pas bien. Mais là, c'est pas le cas. Donc, non, je crois que vous pouvez être tout à fait rassuré. Et puis en plus, vous êtes visiblement sur la même longueur d'onde. Exactement. Voilà, le plus important, c'est vérifier s'il n'y a pas une frustration de la part de l'un ou l'autre. Oui. Bon, à l'heure actuelle, ça ne l'est pas. Mais bon, c'est vrai qu'en tant que femme, des fois, on peut se poser la question, ou même un homme, effectivement, de se dire est-ce que la personne est assez comblée ou pas. Vous lui posez la question. Mais sinon, c'est vrai que c'est intéressant cette question, vous la posez, parce que il y a cette image que dans un couple, il doit y avoir des relations sexuelles. Donc c'est une espèce de petite pression externe comme ça qui vient de la culture. Mais voilà, en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Il y a plein d'autres scénarios possibles. Oui, d'accord. Merci Lily, merci à vous. Merci à vous. Je vous en prie, merci. Marie est avec nous maintenant. Bonjour Marie. Bonjour Sophie, bonjour Arthur. Bonjour Marie. Merci de nous recevoir dans votre émission, votre magnifique émission. Merci. Vous avez eu un amour de vacances quand vous aviez 18 ans et vous avez envie de vous le remémorer avec nous. Merci de nous transmettre ce souvenir. Oui, d'autant que je n'en ai jamais parlé à personne. Merci, encore plus. Voilà. Alors. Donc c'est un peu une première. En fait, moi je suis une fille d'immigrés. Mes parents quittaient l'Espagne quand j'étais dans la dizaine de mes 12 ans d'années. Nous sommes partis assez loin vivre. Nous étions en Castille, en Espagne, et nous sommes partis vivre en Alsace, à Colmar, donc très loin. Ah oui, ça change. Le climat n'est pas le même. Oui. Et le reste non plus. Voilà, surtout quand on ne parle pas la langue. Voilà, donc il a fallu quand même s'acclimater, tout ça. Puis après, 3 ans après, nous avons commencé à aller en vacances à peu près tous les ans au village pour voir la famille, parce que la famille était là-bas. Oui. Était restée là-bas, voilà, dans mon pays, dans mon village d'origine. Natal, oui, bien sûr. Et donc... à ma 18e année où je suis allée, je faisais toujours partie un peu d'un
d'un groupe d'amis qui avaient été mes amis quand j'étais dans l'âge scolaire, scolarisée là-bas, quoi. Et il y avait d'autres personnes qui s'étaient greffées à ce groupe que je ne connaissais pas, dont un garçon avec qui donc je suis tombée amoureuse, enfin surtout lui d'abord et puis moi après, je crois. Je crois que c'est un espagnol donc, hein? Ah oui, un espagnol. Oui. Un Pablo. Ah, vous vous souvenez de son prénom, évidemment. Oui, je me souviens de son prénom, mais je me souviens très bien de lui. Donc, nous avons passé un mois d'été ensemble. Il était plus âgé que moi, il avait 10 ans de plus, en fait, ce garçon. Et vous aviez quel âge? Et moi, j'en avais 18. Il était très attaché, Bon, on va continuer à découvrir ce bel amour que vous nous racontez, Marie, après les infos, mais restez avec nous. On va vous laisser continuer à nous raconter cette belle histoire qui, visiblement, vous émeut encore. Et puis, une petite devinette, comme d'habitude, Arthur Vernon, quelle est la partie de l'anatomie humaine qui se comporte comme les témoins de Jéhovah? C'est une devinette, vous verrez quand vous connaîtrez la réponse, c'est assez facile à trouver, mais quand on la connaît pas, ça paraît un peu invraisemblable. Allez, on fait une petite pause et puis tout de suite après, on se retrouve avec Marie qui est avec nous. – 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avant de retrouver ce bel amour d'été que nous raconte Marie, je voudrais la réponse à ma petite devinette. Quelle partie de l'anatomie humaine se comporte comme les témoins de Jéhovah? Vous n'avez aucune idée, évidemment. Aucune idée. Mais vous allez voir, c'est très drôle. En fait, c'est les testicules, parce qu'ils se présentent toujours par deux et on ne les laisse jamais rentrer. Vous êtes d'accord? Oui. C'est comme les témoins de Jéhovah. Tout à fait, très bien. Bon, vous voyez, moi ça me fait rire, mais voilà. Bon, bref, Marie, vous êtes toujours avec nous et je suis ravie parce que j'aime bien votre histoire, parce que quelque part, vous retrouvez votre enfance avec ce Pablo, dont vous avez retenu le nom. C'était il y a combien d'années déjà? Il y a très longtemps, j'ai 60 ans aujourd'hui. Wow. Ah oui. Vous vous rendez compte? Ça fait plus de 40 ans. Plus de 40 ans, oui, 42 ans, oui. Oui, j'ai 60 ans et je suis vraiment très très seule, vous voyez, comme les choses changent dans la vie, quoi. Enfin, le parcours de vie est semé de choses qui sont complètement différentes. Mais vous voulez dire que cet amour qui a duré un été, c'est ça, un mois? Non, alors ça a duré un mois. Je suis repartie chez moi en Alsace. On continue à être en contact, notamment par de nombreuses lettres et beaucoup d'appels téléphoniques, sauf que il téléphonait depuis l'entreprise du père d'un ami qui a vu à un moment donné que, comme nous n'étions pas dans les limités à l'époque, comme nous sommes aujourd'hui, ça coûtait cher à l'entreprise. Ça coûtait cher à l'entreprise. Ah oui, c'est drôle, oui. Donc, enfin, c'est drôle. Le téléphone a dû cesser très très vite. Et l'été d'après est arrivé. J'ai à nouveau repassé donc l'été avec lui. Et lui ne souhaitait pas que je parte. Il m'a fait une proposition qui était plutôt... De vous épouser, j'imagine, oui. Comment? De vous épouser? Non. Alors il m'a proposé de tomber enceinte pour rester avec lui là-bas. Ah bah dites donc, c'est un peu radical quand même. C'est radical, c'est ça. Oui. Et vous avez refusé... Alors que nous n'avions pas du tout eu de relations intimes. Ah oui, donc c'était un amour... Ça allait très loin, mais ça allait très loin, mais voilà. Vous étiez encore vierge, donc. Tomber enceinte, oui. Voilà, j'étais beaucoup dans la retenue et dans la frustration, bien entendu. C'était peut-être un truc malin pour pouvoir faire l'amour avec vous. De vous mettre enceinte. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. J'ai eu après des nouvelles pendant des années, sans le voir. D'accord, donc il était vraiment amoureux de vous, il avait vraiment envie de vous garder. Oui. Mais alors pourquoi vous avez refusé, puisque vous étiez amoureuse aussi? Parce que moi, j'avais donc à l'époque, pas tout à fait 19 ans, que j'avais déjà passé quelques années en France, que je souhaitais faire... Votre vie en France? Suivre mes études. Non, je souhaitais partir en Espagne. J'avais fait mes études en espagnol et en français en même temps, en parallèle. Et je ne savais plus à l'époque d'où vraiment j'étais. Vous savez,
quand vous avez quitté votre pays et que vous vivez ailleurs, vous ne savez plus vraiment si vous êtes d'ici ou de là-bas. Vous êtes des deux endroits à la fois. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Bien sûr. Hein. Oui. Voilà, mais ça a été un choix quand même compliqué pour moi. Et donc, ma mère à l'époque, quand elle avait été jeune fille, elle s'était mariée enceinte de moi. Et donc, je me suis souvenue de ça, que ça avait été très dur pour elle, alors qu'on nous n'étions pas du tout dans la même époque. Et je lui dis non, je ne ferai pas ça. Oui, vous ne vouliez pas reproduire ce que votre mère avait vécu, oui. Non. Puis j'avais 19 ans, j'étais très jeune. J'avais des ambitions, j'avais notamment, par exemple, très envie de devenir infirmière. Ce que j'ai fait, c'était ma vocation, je l'ai fait, et voilà. Donc j'avais des projets qui étaient, il me semblait-il, plus importants à l'époque. Même si c'est... Non, mais vous avez certaines... Alors, je ne sais pas si vous regrettez aujourd'hui, mais à mon avis, vous avez eu raison. Je pense que vous avez privilégié votre vie de femme plutôt que votre vie d'amoureuse, en fait. Oui. Non, je ne regrette pas de ce côté-là. Non, absolument pas. Non. Mais ça a été un très bel amour et... Bon, je n'en ai jamais parlé à personne. C'est très curieux que je puisse en parler à la radio. Ça me fait très bizarre. Je pense que vous aviez envie de me confier cette histoire et je vous en remercie. Mais alors, donc vous le revoyez le deuxième été, il vous propose donc de rester avec lui, mais de vous mettre enceinte, vous refusez. Vous repartez, j'imagine, donc à Colmar. Et puis ensuite, vous l'avez pas revu. Enfin, vous l'avez revu le troisième été ou pas? Venez l'été, mais vraiment sur une journée ou comme ça. Mais en fait, moi, je me suis mariée très jeune. Après, à 20 ans, je me suis mariée. D'accord. Je souhaitais avoir des enfants, donc je me suis mariée tout en travaillant et en faisant mes études. Et à un homme que vous aimiez aussi ou... Alors, je ne sais pas si je l'aimais vraiment. Très honnêtement, je regrette beaucoup de dire ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est décédé, cet homme, qui a été mon mari pendant très longtemps, le père de ma fille, et qui est décédé à l'âge de 36 ans. Oui, mais ça ne veut pas dire ça. Vous l'avez choisi parce que ça vous semblait être un bon compagnon et un bon père, alors je suppose. Très honnêtement, je ne sais pas exactement pourquoi j'ai choisi cet homme-là. Je ne le sais pas, je ne l'explique pas aujourd'hui encore. J'imagine que vous avez eu envie très vite de devenir mère, donc de trouver forcément un compagnon. Et vous avez dû choisir parmi ce qu'il y avait autour de vous quelqu'un qui pouvait remplir ce rôle. Mon mari, il était un bon père pour sa fille, oui, c'est vrai. Mais je pense que j'ai choisi surtout parce qu'il était très attentionné vis-à-vis de moi et que moi, je faisais partie d'une fratrie de 5 enfants où j'avais migré, où j'étais une femme quand même très soumise aux règles éducatives et religieuses, etc., de l'éducation espagnole franco, de l'époque de Franco, quoi. Hein. Oui, je comprends. Non, mais je comprends bien votre histoire. Donc, pas de liberté pour les femmes. Oui, mais je comprends bien votre histoire. Mais ce qui semble en ressortir, peut-être, c'est que finalement, ce Pablo, il était encore tellement présent que le mari partait avec un sacré handicap, quoi. Oui, c'est exactement ça. Hein, c'est ça, oui. Et oui. Comme quoi, on a beau dire, mais l'amour, parce que là, il n'y a pas eu de sexualité, l'amour, c'est une empreinte forte aussi. Oui, sans sexualité aussi. Oui, et là, la passion devait conserver une place importante dans votre esprit, ce qui rendait forcément compliqué une place pour quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous posez même la question de savoir, lorsqu'on vous pose la question, est-ce que vous l'aimiez ou pas, votre mari, que vous n'en étiez même pas sûr. Parce qu'il y avait une concomitance des deux rencontres. Oui. Et puis il y avait une nécessité chez moi aussi de m'émanciper en tant que femme. Et que chez moi, m'émanciper et partir et avoir ma liberté en tant que femme, ça passait par le mariage, ce qui est un autre emprisonnement.
Et ça, c'est intéressant aussi, peut-être également là pour les jeunes auditeurs et auditrices, de se dire, voilà aussi ce qui a été gagné en 40 ans d'ouverture des mœurs. Et lorsqu'on parle de libération de la femme aussi par la sexualité, voilà aussi un très bon exemple. C'est vrai que culturellement, il y a 40 ans par rapport à votre situation, cette émancipation était plus compliquée et elle rentrait dans un cadre culturel assez strict qui était celui du mariage. Tout à fait. Oui, et puis la pilule venait juste d'arriver. Beaucoup de femmes encore n'y avaient pas accès. Donc avoir une relation sexuelle sans être mariée, c'était risquer de se trouver enceinte comme votre mère. Donc il fallait se marier très vite. Enfin, on l'entend tout ça. Hein. Oui. C'est-à-dire que ma mère a très vite posé le cadre. Elle a dit, voilà, chez nous, on ne quitte pas la maison sans se marier quand on est une femme. J'avais pas de chance, j'avais 4 frères derrière moi. Donc, et tous les autres, ça a été la porte ouverte après. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'elle a compris après mon mariage, sur les difficultés que je rencontrais, etc. Sur la nécessité de s'ouvrir et de libérer et de comprendre comment aussi les choses marchaient en France, éducation pour les femmes, etc. Et c'est quelqu'un qui s'est ouvert, mais après, bien après. Oui, et puis il ne faut pas oublier que sous Franco, c'était quand même pas rien. Hein. On oublie, mais c'était quand même plutôt un dictateur. Et aujourd'hui, vous avez des filles, Marie ? Oui, moi j'ai une fille qui a 36 ans. Et oui. Je suppose que vous lui avez donné une liberté très vite. Oui. Ben oui, pour justement contrecarrer l'éducation que vous avez eue, évidemment. Absolument. Merci beaucoup de ce témoignage, Marie. Merci à vous. Je vous remercie à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. On continue avec Fred qui nous rejoint. Bonjour Fred. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur Vernon, vous allez bien ? Bonjour Fred. Ça va bien, merci. Eh bien écoutez, je crois que vous aussi, vous avez envie de nous parler d'un amour de vacances. Vous voyez Arthur Vernon, c'est beau l'amour aussi. Oui, bien sûr. Oui, je sais bien que vous le savez, je me moque de vous. On vous écoute Fred, allez-y. En fait, c'est un amour de vacances que j'ai rencontré il y a 5 ans en arrière. Et on n'est plus ensemble aujourd'hui, je préfère quand même le préciser, mais bon, disons que c'était une période où j'étais seul, et puis je l'ai rencontré, on va dire, vers fin juillet, début août. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui. Et du coup, c'est vrai que pendant cet amour de vacances, ça faisait 1 an et demi que j'étais célibataire, je sortais d'une relation longue, et là, j'ai rencontré, et puis on va dire tout le mois d'août, on s'est vu, et après, vers fin août, il y a eu une cassure. Parce que justement, je parlais encore avec une personne que j'avais rencontrée l'été d'avant, mais avec qui ça n'avait pas été sérieux et tout. Et du coup, elle l'a découvert, puis après, elle m'a quitté. Et puis, peut-être 3 semaines, un mois après, j'avais relancé comme ça, en pensant que peut-être qu'elle n'avait pas donné suite à mon appel, mais finalement, elle a été réceptive, et du coup, on est resté 1 an et demi comme ça. Et donc, vous étiez très amoureux ou c'était très sexuel ? Au début, c'était sexuel, et puis après, sur le fond, c'est l'amour qui est venu après, en fait. Donc c'était assez passionnel quand même, parce qu'elle avait un fort caractère, et moi, j'étais assez cool, donc du coup, c'est vrai que des fois, ça pouvait faire des étincelles. Donc ça a été au-delà de l'amour de vacances, en réalité, puisque ça a duré 1 an et demi, donc la période des vacances a juste été propice à cette rencontre. Exactement, ouais. En plus, c'était une période où j'avais expérimenté beaucoup de choses à ce moment-là aussi, donc du coup, c'était pas mal. C'était une bonne année quand même. Il y a 5 ans, c'était vraiment une bonne période de vacances, j'avais beaucoup apprécié. Et avec un petit coup de chance, parce que généralement, la particularité, voire le drame des amours de vacances, c'est qu'on se retrouve sur un lieu de vacances, mais on n'habite pas du tout au même endroit. Donc il y a un problème géographique qui se pose au moment quand les vacances se terminent. Vous n'avez pas été confronté à ce problème géographique ? Non, parce qu'en plus, ces vacances-là, j'étais pas forcément parti dans un lieu en particulier de vacances, mais justement, la personne, elle était au même endroit, et elle habitait pas très très loin de là où j'habitais, donc ça, c'était pas mal. Donc voilà, comme quoi, l'été propice aux rencontres, ça c'est clair, et vous en êtes une preuve de plus, Fred. Merci en tout cas, merci beaucoup. On va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Arthur Vernon est avec nous. On évoque donc l'été avec cette poussée libidinale et puis
ces moments où justement on fait parfois des rencontres. On a eu des histoires déjà d'amour d'été, et je crois que c'est la même chose que Leslie a envie de nous raconter. Bonjour Leslie. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Effectivement, Leslie. c'est mon cas. Alors racontez-nous. Alors moi, c'est vrai que c'est une histoire qui me fait encore sourire plusieurs années plus tard. Ouais. Parce que donc je faisais mes saisons estivales en étant étudiante sur la côte vendéenne, donc côté Atlantique. Et donc j'étais en saison, en place pendant plusieurs années sur un même poste avec une équipe qui était plus ou moins changée, mais dont le noyau restait similaire, avec des étudiantes comme moi, avec des gens qu'on retrouvait de fil, d'année en année, au fil des saisons. Et j'étais déjà dans cette région pour mes vacances d'été, étant plus petite, chez mes grands-parents. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que j'ai côtoyé tout un groupe de copains, copines pendant donc les 3-4 dernières années avant ma majorité via ma cousine. Et ce groupe d'amis, il y avait donc un jeune homme qui était du coup majeur à l'époque où moi je l'étais pas. Donc j'étais un peu comme la petite sœur du groupe. J'étais la petite dernière qui était pas majeure, qui fait, on veut dire, qui fêtait les festivités de l'été avec eux, mais qui n'était pas considérée, on va dire, comme une copine potentielle. Et puis l'année de ma majorité, du coup, je retrouve ce même groupe de copains copines. On avait donc 3 ans de différence. Et là, finalement, on a découvert avec ce garçon en question que il pouvait se passer des petits flirts d'été, des amours de vacances, du coup sur 2 ans consécutifs. On n'est pas resté ensemble le reste de l'année, mais c'était mon compagnon de vacances que je connaissais du coup depuis quasiment 6 ans, quoi. D'accord. Et c'était juste des flirts? Vous n'avez pas été plus loin non plus? On a été plus loin la dernière année, mais finalement ça a gâché un petit peu la relation du coup qui était amicale et semi-amoureuse au début. Ah, oui. Et finalement c'est un peu là où on a perdu contact. Je pense que du coup ça s'était tellement installé comme un flirt, comme une amourette légère, que quand c'est devenu du coup plus sérieux, et ben ça s'est un petit peu évanoui, on va dire. Mais alors c'est devenu plus sérieux parce qu'il y a des sentiments qui s'en sont mêlés, ou est-ce que c'est parce que comme vous aviez fait l'amour, vous aviez un sentiment peut-être d'appartenance? Qu'est-ce que vous diriez? Alors, je dirais que effectivement, le passage à l'acte a gâché un petit peu. Alors, est-ce que je pense que ça devenait trop sérieux pour lui alors qu'il n'en voulait pas de ce sérieux-là, je pense. Vous deveniez sa chose? Comment? Je dis, vous deveniez un peu sa chose, enfin sur un plan symbolique évidemment. Hein. Oui, et puis je pense qu'il voulait pas s'engager après l'été, et ça s'était toujours passé comme ça. On gardait pas contact, même amicalement, on gardait pas contact après l'été, et on se revoyait l'année d'après comme si de rien n'était. Du coup là, ça semblait effectivement comme un type d'engagement à se dire on se recontacte, et en fait il en voulait pas, et puis moi j'avais mes études derrière, donc je cherchais pas plus que ça non plus. Et après, effectivement, je pense que c'est aussi le fait d'avoir osé quelque chose qu'on n'avait pas osé depuis plusieurs années. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire lorsqu'on écoute le récit, on a l'impression que l'acte sexuel a été attaché à quelque chose qui dit « Ah, comme il y a un acte sexuel, donc ça devient sérieux ». Alors qu'après tout, un acte sexuel, oui, parfois ça peut être sérieux, mais parfois ça peut être simplement ludique aussi. Est-ce qu'il y a une verbalisation de sa part ou de la vôtre sur le fait que, puisqu'il y avait un acte sexuel... Peut-être la première fois pour l'un de vous, non? Non, aucun des deux, par contre. Aucun des deux, oui. Non, donc non. Arthur a raison, oui, c'est une bonne question. Du coup, oui, il y a possibilité. Alors par contre, on n'en a pas du tout parlé, ce qui ne veut pas dire qu'on ait eu que ce soit arrêté net le lendemain. Hein. Après, non, je comprends bien. Ensemble. Mais est-ce que ça a enlevé dans votre tête, à l'un ou à l'autre, ce sentiment de rester libre? De légèreté, voilà. Je pense. En tout cas pour moi, puisque du coup, j'étais dans un esprit effectivement de flirt et de liberté, de légèreté. Et du coup, ça a un petit peu trop, on va dire, cadré les choses, peut-être. Et vous êtes dit, ça en fait... a rendu la chose un peu trop officielle. Voilà, vous vous êtes dit, si j'ai une relation sexuelle avec ce garçon, donc ça devient une relation sérieuse. Ouais, pour moi, c'était de mon côté. Et après, lui ne voulait pas, du coup, de cette relation sérieuse. Donc, ça doit effectivement correspondre inconsciemment, puisqu'on n'en a pas parlé ensemble.
Oui, mais donc c'est vous qui, ayant fait l'amour avec lui, considérez qu'il y avait quelque chose de sérieux qui devait s'enclencher. Et comme il n'a pas, lui, voulu que ça s'enclenche, c'est ça qui a gêné la relation, parce que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. Longueur d'onde, tout à fait. C'est ça, hein, oui. C'est ça. Oui. Mais et puis, ce côté, du coup, léger des années précédentes, où on se tournait un peu autour, mais il n'y avait rien de concret, au final, a été... c'est pas entaché parce que du coup, ça a jamais été négatif, mais ça a brisé un peu ce côté flirt d'été, et c'est devenu quelque chose qui n'était plus aussi libre que ça l'avait été. Mais c'est intéressant, hein, Arthur, c'est qu'on voit bien que finalement la sexualité, c'est jamais anodin, quoi. Ça dépend des personnes. C'était il y a combien de temps, par exemple, cet épisode ? C'était il y a 5 ans. Et donc là, quand vous y repensez aujourd'hui, est-ce que vous vous dites, parce que certainement depuis 5 ans vous avez certainement un peu plus d'expérience, est-ce que vous vous dites que le fait que vous vous êtes dit tiens, il y a une relation sexuelle donc ça devient sérieux, est-ce que vous trouvez que c'était quelque chose de légitime et normal, ou est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites tiens, si par exemple ça arrivait cette année là, l'été qui arrive, vous pourriez vous dire tiens, je peux revivre un amour de vacances même avec une relation sexuelle, et puis ça resterait quelque chose de léger et ludique sans forcément que vous-même, vous vous dites, tiens, ça va devenir sérieux. Est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution ? Oui, j'en suis certaine, parce que je pense que je réagirais avec plus de recul, avec plus de détachement aussi, qu'à l'époque où, voilà, à tout juste 18 ans, on croit que ça y est, c'est l'amour de notre vie, et voilà. Et du coup, il y avait cette petite naïveté qui n'était pas du coup partagée. Lui était tout à fait conscient que ça prenait une autre tournure dont il ne voulait pas. Et moi, ce côté naïf me disait, je sais, même si inconsciemment je savais que ça allait pas durer, parce que sinon ça aurait peut-être dû se passer il y a plus longtemps. Oui, mais vous voyez, pas... votre témoignage est intéressant, Leslie, parce que ça montre que quelque part, vous avez été déçu, et je dirais même que quelque part vous avez l'impression qu'il a un peu abusé de de vous, puisqu'au fond il vous a fait l'amour, mais après ça n'avait pas tellement d'importance, quoi. Oui, alors après, ça a forgé du coup mon expérience. Justement, je le prends pas comme quelque chose de négatif. Bien sûr, j'entends bien sûr. Mais c'est vrai que du coup, je réagirais maintenant avec beaucoup plus de détachement et moins de réflexion aussi derrière, en me disant voilà, ça en reste là où ça en reste, ou là où ça doit en rester. Mais c'est aussi, à mon avis, ce contexte, lorsqu'on est jeune, on est biberonné dans un environnement culturel qui malgré tout, favorise énormément la relation de couple. Et donc, c'est vrai que les adolescents, lorsqu'ils sortent de l'adolescence et vont vers l'âge adulte, il y en a encore beaucoup qui pensent que le sexe, justement, comme vous venez de le dire, c'est le signe d'une vie commune qui va débuter, c'est l'amour de la vie, et on ne sait pas que oui, il y a encore 1000 possibilités, et donc maintenant vous le savez. Mais c'est vrai que l'environnement culturel n'aide pas à ça. Je suis d'accord, il y a ça, Arthur, mais je crois qu'il y a aussi plus de sentimentalité souvent chez une femme qui, là en plus Leslie, c'est quelqu'un que vous connaissiez depuis pas mal de temps, vous faites l'amour avec, il y a quelque chose qui s'enclenche sur le plan sentimental et qui n'est pas forcément le cas chez les hommes. On dit souvent que les hommes, d'ailleurs on l'a eu avec le témoignage de Fred tout à l'heure, ils tombent amoureux quand il y a une sexualité torride qui s'installe. Les femmes, parfois, c'est parce qu'elles se sont données, entre guillemets, sexuellement, que le cœur s'ouvre tout de suite. C'est possible aussi, mais on sent que là, avec l'expérience, avec quelques années de plus, les choses ont évolué. Voilà. Oui, c'est certain, oui. Merci de votre témoignage en tout cas, Leslie. Merci beaucoup. Avec plaisir, au revoir. On fait une petite pause et on se retrouve pour le Love Conseil du jour. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors là, je vais faire ma psy, Arthur Vernon, mais je suis sûre que ça va vous intéresser. Je vais parler de la capacité à associer. C'est un des critères qui prouve que le psychisme fonctionne bien. C'est notre capacité à associer. Alors, il y a certaines personnes qui vont réagir au quart de tour, et puis d'autres, c'est plus compliqué. Mais avoir un psychisme qui fonctionne bien, c'est généralement aller bien. Alors, je vous propose donc ce petit jeu. C'est une gymnastique pour votre esprit, et vous pouvez jouer avec votre partenaire. Vous lui proposez un mot et vous lui demandez d'associer. Alors, je vais jouer avec vous, mais je suis sûre que vous avez une capacité à associer qui va bien. Si je vous donne la couleur verte, à quoi vous pensez ? Pomme.
Ben voilà, tout de suite, vous avez quelque chose qui vous vient. Vous auriez pu me dire herbe, écologie, ou je ne sais quoi. Hein, vous voyez, mais ou même si j'avais dit verre, vous auriez pu dire un verre à pourboire, enfin, etc., etc. Et puis après, on peut même jouer. Si je vous dis verre, essayez de me trouver quelque chose de plus sexuel. Là, je vais revenir à faire l'amour sur l'herbe. Voilà, très bien. Voilà. Et puis, par exemple, si je vous donne un nom d'animal, vache, vous pensez à quoi ? Alors ça, on parle d'association. Comme on vient juste de parler d'herbe avant, c'est vrai que je vais revenir à la prairie pour le coup. Oui, bien sûr. Mais alors, allons un peu plus loin. Qu'est-ce que vous me dites ? Je vois la vache dans la prairie, la vache qui broute. Oui, mais là, je vous demande d'associer, c'est-à-dire de trouver autre chose que simplement la vache. Paisible. On associe la vache à quelque chose de paisible, un animal qui est là, qui profite de la vie tranquillement. Oui, mais voyez, vous auriez une meilleure association si vous m'aviez dit, par exemple, l'amour vache, ou si vous m'aviez dit le train qui passe. Vous voyez, c'est ça, associer, c'est avoir suffisamment un esprit suffisamment libre qui va aller chercher quelque chose qui parle de nous, évidemment. Hein. Moi, comme ça, je pense à la vache, je pense à l'amour vache. Quelqu'un d'autre va me dire autre chose. Et vous voyez, c'est ça à associer. Plus on est capable d'associer librement à n'importe quel mot, je peux vous en donner un autre, si je vous dis par exemple l'eau. L'eau, on parlait de sexualité avant, on peut parler du flux, de l'éjaculation féminine. Voilà, donc là, vous voyez, vous associez immédiatement sur quelque chose de fort. Mais c'est ça qui est important. Et je trouve que plus on va être capable de laisser libre ces pensées associatives, plus on va psychiquement pouvoir bien fonctionner. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est un jeu qu'on peut faire avec son partenaire ou sa partenaire. Et à ce moment-là, on le dirige évidemment un petit peu plus vers la sexualité, ou pas d'ailleurs. Mais ça permet de mieux comprendre son partenaire. Parce que la manière, vous êtes bien d'accord, le mot qu'on va associer est révélateur de quelque chose qui parle de nous, évidemment. Alors, j'ai pas de deuxième invité aujourd'hui, mais j'avais envie quand même de faire un petit coucou à ces articles. Alors d'abord, il y a le magazine Sphère qui vient de sortir un magazine spécial, Immersion dans le monde libertin. Alors on parle beaucoup des échangistes, évidemment, etc. Il y a une interview de Frédéric Beigbeder et également, je sais qu'il y a un article de Flore Chéry, votre complice. Je crois qu'elle était rédactrice en chef, effectivement, de ce magazine. Voilà. Alors j'ai malheureusement pas encore eu le temps de le lire, mais j'ai trouvé ça très intéressant et je vais donc en profiter pour le lire cet été. Et je trouve que c'est joli, il y a de belles photos, c'est un magazine que je trouve très intéressant, donc c'est Sphère, c'est dans les kiosques, j'imagine, et c'est le numéro Les Libertins. Alors, peut-être un petit mot, parce que j'ai justement eu l'occasion de le lire. Je ne connaissais pas ce magazine Sphère, qui est un magazine qui parle en fait de différentes communautés, et j'ai été vraiment très agréablement surpris de lire la qualité des articles. C'est vraiment très bien écrit, il y a eu un gros travail journalistique d'investigation. Donc c'est vraiment un plaisir à lire. Pour ceux qui connaissent le milieu, ils s'y retrouvent parce qu'il y a une vraie qualité d'enquête. Et puis pour ceux qui ne le connaissent pas, alors là, vous allez vraiment apprendre quelque chose d'intéressant et de correct, de juste sur le milieu libertin, de la sexpositivité. Et ça tombe bien, je n'avais pas prévu de vous le donner. Je l'ai déjà, voilà. Donc c'est très bien, je peux le garder. Non, mais franchement, Sphère, Les Libertins, c'est le numéro 12. N'hésitez pas, c'est un bon magazine à lire comme ça. Vous lisez un article, vous en lisez un autre. Voilà. Et si c'est Flore qui est la rédactrice en chef, bravo, parce que c'est vraiment très très bien et je peux vous le conseiller. Alors sinon, il y a les Inrock qui ont sorti un numéro spécial sexe 2023. Alors c'est pareil, il y a des choses tout à fait intéressantes à lire. C'est pareil, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais donc est-ce
qu'on a encore envie de baiser? C'est comme ça que commence l'intro, et ça c'est un vrai questionnement. Il y a des choses sur le sexe et les femmes enceintes. Il y a Camille Emmanuel qui a fait un article sur le sexe sacré. Voilà, donc c'est pareil. Il y a des choses très intéressantes, je vous le conseille. J'ai pas encore eu le temps non plus de le lire, mais je l'ai consulté, j'ai trouvé ça très très intéressant. Et puis il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est une sexologue qui parle du désir et qui dit que notre désir il est très 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 encombré et très tué à cause des mouvements sociaux, de la crainte de la guerre, de l'écologie qui alourdissent donc notre vie et qui fait qu'on les écrans évidemment aussi, et qu'il faut peut-être laisser ça de côté quand on rentre dans la chambre à coucher. Donc voilà, les inrecuptibles. Alors, juste, autant le magazine Sphère était totalement une surprise, autant les Inrocks, le numéro sexe de l'été, c'est la référence. Tous les ans, on lit ce numéro pour avoir les tendances sexuelles de l'année. C'est aussi effectivement un très très bon magazine sur ce sujet, une référence. Et puis je voulais parler de ce livre qui vient de sortir aux éditions L'Harmattan, Libertaire, Libertinage, donc c'est Jacques Delga qui en est le coordinateur. Il y a différents articles sur le libertinage, et il y a des choses intéressantes. Alors d'abord, Jacques Delga fait tout un chapitre sur la morale et la politique, et c'est très très intéressant parce qu'on voit à quel point l'Europe justement a obligé la France à être un petit peu plus libertaire sur les lois qui concernent le libertinage, la sexualité, le SM également. Donc de temps en temps on peut dire merci l'Europe, voilà, les mœurs sur le plan légal en tout cas évoluent. Il y a un article aussi très intéressant sur la différence entre libertin et libertaire dans ce livre, aux éditions L'Harmattan. Moi, j'ai participé, donc voilà, je le signale. Bon, j'ai juste donné un peu, fait un article sur le libertinage. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant aussi que j'ai trouvé intéressant. Alors, c'est un livre que je conseille aux gens qui ont envie de mieux comprendre de quoi on parle quand on parle de libertinage. C'est pas un livre, c'est moins sexy que les Inrocks ou que Sphère, mais il y a des choses vraiment intelligentes. Et donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a la société met les acteurs sous tension selon trois axes, celui des mœurs, pour gérer notamment la reproduction, et ça va vous intéresser, celui du pouvoir pour gérer la vie des individus, et celui de la spiritualité pour gérer la vie de l'esprit. Et c'est vrai que quand on réfléchit ces trois axes, on voit bien à quel point notre sexualité, elle est mise à rude épreuve. Pour rester libre dans sa sexualité, il y a du boulot. Et donc il y a tout un chapitre sur ces trois axes. Comment on fait pour rester un individu libre de sa sexualité? C'est pas si simple. Voilà. Donc ça s'appelle Libertaire, Libertinage. C'est aux éditions L'Harmattan. Voilà. Passionnant. Je pense que ce sera ma lecture de l'été. Je vais essayer de vous en trouver un pour vous, Arthur Vernon. Et puis, c'est le moment de rêver, comme tous les vendredis, avec Laura qui est avec nous. Bonjour Laura. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur, bonjour. Bonjour Laura. Merci d'être avec nous. Donc vous nous racontez votre rêve et puis on verra ce qu'on pourra en dire. Oui, récurrent, dans un garage souterrain, seul, dans le noir, en plein milieu de cette espèce de grand garage, et tout d'un coup, toutes les portes de garage s'ouvrent en même temps. Et tous les phares des voitures s'allument en même temps. Il n'y a pas de conducteur au sein de ces véhicules. Les véhicules démarrent en même temps. Je suis au milieu et les véhicules me foncent dessus. Et je me réveille. D'accord. Donc là, on est quand même dans un rêve un peu angoissant et qui quand même frôle le cauchemar. On n'est pas loin, oui. Parce que là, vous réveillez, j'imagine, toujours un petit peu en sueur, ou en tout cas un peu pas bien. On est bien d'accord. C'est même complètement un cauchemar, non? Oh ouais, c'est pas très agréable. On est d'accord là-dessus. Oui, parce que vous êtes effrayée, j'imagine. Ouais, mais il revient souvent et je me réveille toujours au moment. Je ne suis pas morte, mais il y a toujours la tension, les véhicules qui arrivent, etc. C'est vrai que c'est assez stressant. Alors, la première question, parce que là, parfois, ça peut être des rêves, des cauchemars qui permettent d'évacuer un traumatisme. Est-ce que ça vous renvoie à quelque chose que vous auriez pu avoir vécu
plus jeune. Non, mais par contre, je connais très bien le garage. J'y étais quand j'étais gamine, donc je connais bien ce garage. Garage de résidence quand j'étais petite, ouais. D'accord, donc c'est un garage dans votre rêve qui est un garage que vous connaissez. Oui, tout à fait. Et vous êtes sûr qu'il n'y a rien pu se passer pour vous dans ce garage? Rien. En tout cas, vous n'en avez pas de souvenir. Voilà, c'est ça. Vous aviez quel âge quand vous connaissiez ce garage? 8-10 ans. Et il n'y avait rien d'effrayant, justement j'ai pas des grands outils, des grands véhicules, quelque chose qui aurait peut-être pu effrayer une petite fille dans un garage? Franchement, j'ai pas souvenir. J'ai pas du tout souvenir. Potentiellement, mais à 8-10 ans, je me dis qu'on est déjà un petit peu plus haut que les phares de la voiture. Mais ouais, j'arrive pas à me souvenir. Parce que là sincèrement, encore une fois, moi, j'aime pas donner des interprétations qui seraient trop, qui vous influenceraient trop, mais on a vraiment l'impression on peut penser à une agression ou quelque chose qui aurait pu vous faire peur et qui se répète dans ce rêve récurrent. Parce que les voitures qui foncent sur vous, ça peut être des gens quelqu'un qui vous aurait fait peur et puis les phares, on est dans quelque chose aussi qui vous aveugle, donc qui vous hypnotise, voyez. C'est la partie robotique, le fait qu'il n'y ait pas de conducteur, moi, qui me... Oui, mais parce que les véhicules ne sont pas conduits par qui que ce soit. Oui, mais il faut comprendre. Vous savez, Laura, il faut comprendre une chose, c'est qu'un rêve n'est jamais la réalité, et il est toujours déguisé. Et si, mais encore une fois, ça m'ennuie de vous dire ça parce que je voudrais pas semer un doute en vous, mais s'il y a eu un moment dans votre jeunesse, dans ce garage, quelqu'un qui vous a agressé, que ce soit physiquement ou même un petit peu abusé, je ne sais quoi, vous n'allez pas rêver d'un mec qui vient sur vous en fonçant. Mais vous allez rêver peut-être d'un animal ou d'un véhicule ou d'un... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ça qui... Ça vaudrait le coup peut-être d'aller parler à quelqu'un de ce rêve et de voir un peu comment vous arrivez à associer. Parce que c'est quoi pour vous des phares? Ça représente quoi? Pas grand-chose, mais c'est plus la partie... Moi, j'y rattache plus à la partie robotique, au fait que ce soit plus l'être humain qui maîtrise. Mais la partie... on parle des intelligences artificielles, etc., où on n'a plus la main et on a une perte de contrôle sur tout ce qui nous dépasse, en fait. D'accord. Et ces véhicules-là, je les vois comme ça, en fait. D'accord, mais ça correspond à quelque chose qui pourrait vous faire peur dans votre vie actuellement? La partie robotique, informatique, oui, clairement. Mais parce que vous êtes dans un métier qui pourrait être en danger à cause de ça ou qui... Non, pas du tout. C'est d'une manière générale, c'est quelque chose qui ne me rassure pas forcément tout ce qui est hors de l'humain. Et vous faites ce rêve récurrent depuis combien de temps? Une bonne dizaine d'années. Oui, donc c'est pas ça parce qu'il y a 10 ans, on ne parlait pas de l'intelligence artificielle, enfin ou du moins très peu. Vous voyez, donc là vous faites une interprétation consciente de quelque chose qu'inconsciemment votre rêve pourtant vous transmet un message. Donc sincèrement, je veux pas rentrer plus dans les détails parce que là en l'occurrence ça ne vous parle pas, donc c'est peut-être pas la piste qu'il faut prendre, mais il me semble quand même que ce rêve qui est plutôt un cauchemar, pour vous libérer, il faut aller l'analyser avec quelqu'un qui va vous allez peut-être mettre 2-3 séances, mais à force de vous faire associer, il y a quelque chose qui va surgir. Ok, d'accord. 10 ans, c'est pas anodin pour le coup. Ouais, il revient souvent. Ouais, donc là, je pense qu'effectivement, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose à aller creuser. Il y a un message de l'inconscient que l'inconscient veut vous faire passer. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre un peu du traumatisme, puisque vous le dites bien, vous vous réveillez pas bien. C'est quelque chose qu'il faut aller travailler pour vous en libérer. Je pense que c'est vraiment important. Mais là, il faut quelqu'un qui soit apte à vous écouter dans ce rêve que vous allez raconter, qui va vous faire associer jusqu'à ce qu'à un moment, il y a quelque chose qui va surgir de votre esprit. Donc pas de hasard. Non. Ok. Bon, on va creuser. Oui, prenez le temps. Il n'y a pas d'urgence. Mais je pense que ça, là, je préfère ne pas aller plus loin dans mon interprétation parce que je voudrais pas vous mettre. C'est pas mon rôle de vous déstabiliser. Ok, ça marche. Merci Laura. Merci pour le temps accordé. Merci beaucoup. Je vous en prie. On fait une petite pause et on va conclure avec notre test du jour.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est le moment du test. Alors, vous n'avez pas de chance, Arthur Vernon, ou vous avez de la chance, vous voyez les choses comme vous voulez, parce qu'on devait avoir Claudia qui ferait le test avec nous. Puis bon, visiblement, elle a eu un petit souci, c'est l'inconvénient du direct. Hein. Donc, je vais vous faire le test. Vous voulez bien ? Ah ben voilà, moi j'ai de la chance. C'est un test de vacances. Hein. Quel est le lieu pour vos ébats sexuels cet été ? Donc vous avez à chaque fois 3 propositions et vous me répondez ce que vous préférez. Voilà. Et c'est donc à vous de choisir dans les 3 propositions que je vous propose ce qui vous exciterait le plus. Voilà. Alors il y a 6 questions, donc ça va aller assez vite. Première question, être surpris par des gens en train de faire l'amour. Donc vous êtes en train de faire l'amour et vous êtes surpris par des gens. Petit A, pas question. Petit B, oui, chouette. C, non, ça m'excite pas, mais ça ne me dérangerait pas non plus. C. D'accord. Deuxième question, si vous vous imaginez en plein ébat, parce que là, on va essayer de parler français jusqu'au bout. Petit A, ce serait en pleine nature. Petit B, dans un club échangiste. Petit C, dans une chambre. Allez, B. Troisième question pour vous. L'essentiel pour faire l'amour, c'est petit A, du confort. Petit B, des surprises. Petit C, au moins être 3. Allez, là, on parle spontanément, on va dire, allez, le C. Le C. Ensuite, 4e question. Quand préférez-vous faire l'amour ? Petit A, le soir au lit. Petit B, à l'heure de la sieste. C, qu'importe pourvu qu'on ait l'ivresse. C. 5e question, quelle est votre position préférée ? Petit A, le missionnaire. Petit B, les petites cuillères. Petit C, la levrette. C. Bah oui, ça c'est évidemment une réponse d'homme. Hein. 6e question, quel serait votre jouet intime préféré ? Des menottes, un jouet pour elle, petit C, une huile de massage. C. Décidément, vous êtes abonné au C, vous. Alors, là, de toute façon, on a largement une majorité des petites étoiles. Eh bien, je vous confirme, direction le Cap d'Agde, Arthur Vernon. Pour vous, la devise est sans nul doute, plus on est de fous, plus on rit. Vous fantasmez sur l'idée de faire l'amour à plusieurs, ou du moins d'être observé par plusieurs. Bref, pour vous, tout est possible. Vous êtes ouvert à d'autres perspectives que de juste faire l'amour à 2 dans votre chambre. Bon, ça vous correspond assez. Je ne vais pas le nier, Brigitte. Non, je crois que les gens qui vous connaissent un peu... il va y avoir une grosse surprise. Voilà. Ne seraient pas très surpris du résultat. Et donc, ce qui est le moins pour vous, puisque vous n'avez... pour vous, une chambre d'hôtel, non. Hein, c'est vraiment là où il y a le moins de... Puisque vous n'avez jamais répondu de cette majorité de choses. Voilà. Donc, la chambre d'hôtel, c'est pas pour vous. Mais c'est pas non plus la plage en pleine lune. Hein, c'est vraiment le Cap d'Agde. Hein, voilà. Bon, écoutez, moi j'en reviens. Hein, j'y étais au mois de juin. C'est toujours un endroit aussi libre. Il faut reconnaître ça. Hein, vous connaissez, j'imagine. Oui, et d'ailleurs, il n'est pas exclu que j'y passe quelque temps. Donc vous voyez que comme quoi le test fonctionne très bien. Bon, alors comme d'habitude, vous le savez, ce test, vous le retrouvez sur sudradio.fr, sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et puis, je voulais signaler aussi que nous avons des fréquences à Bayonne, sur FM déjà. Et puis, on peut nous écouter également en DAB+, à Metz, à Thionville, à Nancy. Voilà, donc n'hésitez pas. Renseignez-vous, hein, Sud Radio, de plus en plus disponible partout, donc surtout profitez de cet été si vous allez ailleurs pour découvrir la fréquence de Sud Radio ou nous écouter en DAB+, évidemment. Alors Arthur Vernon, comme ça, quelques conseils vous donneriez cet été pour la libido de nos auditeurs ? Justement, de profiter, de ne pas trop se poser de questions, de se dire qu'il y a peut-être un petit peu plus de temps libre et que ce temps libre, d'abord, on peut le mettre à profit si l'on est en couple pour avoir une communication au sein du couple et se dire tiens, est-ce que c'est pas le moment d'expérimenter quelque chose de nouveau ? Et puis si on n'est pas en couple, de se dire parfait, il va y avoir un peu plus de disponibilité dans l'esprit d'à peu près tout le monde, donc c'est le moment de faire des rencontres qui soient plus ou moins impliquantes, mais surtout joyeuses et ludiques. Alors moi j'ai un conseil que je donne et tout particulièrement aux femmes, et je crois que vous serez certainement d'accord, mesdames, quels que soient vos kilos en trop, quelle que soit la poitrine, le tour de poitrine ou vos fesses,
soyez bien dans votre corps, et si vous êtes bien dans votre corps, vous allez dégager un élan vital et un magnétisme qui de toute façon fera qu'on vous trouvera belle. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je voudrais donner à toutes les femmes qui nous écoutent. C'est pas grave, c'est ça. Enfin, je crois que vous êtes d'accord avec ça. Je suis 1000% d'accord. Je pense qu'il y a des critères esthétiques qui sont en réalité des critères liés à de la consommation, du marketing, parce que ça fait vendre telle crème ou tel régime ou telle autre chose. En réalité, le regard masculin est certainement beaucoup plus bienveillant sur les corps que ce que les femmes peuvent l'imaginer. Que le regard féminin. Et que le regard féminin. Oui, justement. parce que en fait, moi, il y a longtemps que je ne lis plus les magazines féminins, mais on a quand même dans les magazines féminins beaucoup d'injonctions qui laissent à croire qu'il faut être absolument tel genre de femme, etc. pour plaire. Non, c'est pas vrai. Il y a tous les goûts sont dans la nature, et si on est bien, si on s'accepte, si on est bien, on arrive à être à peu près bien dans sa peau, ben en général, on va trouver quelqu'un à qui on va plaire. Il y a aucun doute là-dessus. Donc c'est vraiment le conseil que j'ai envie de donner pour cet été. C'est pas grave, profitez de votre corps, voilà, quel que soit l'endroit où vous allez, et puis vous ferez des rencontres. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce conseil. Voilà. Et puis je crois que s'il y a une chose aussi qu'on oublie, c'est que lorsqu'on fait l'amour, on est l'un contre l'autre, et finalement on se regarde pas tellement le corps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que bien sûr que le physique a de l'importance. Je ne vais pas non plus nier une évidence, mais au moment de la rencontre sexuelle, enfin, je veux dire, à moins qu'on ait mis un miroir au plafond, ben, on regarde pas tellement le corps de l'autre. En fait, on ressent les choses, mais on regarde pas le corps de l'autre. Bien sûr. Non, mais j'ai parlé de la levrette tout à l'heure, mais ce qui est de fascinant également dans le missionnaire, c'est le regard dans les yeux. Et ça, généralement, les yeux, voilà, il y a moins de critères de pression sociale sur ce que doivent être ou non des beaux yeux. Donc, je pense que c'est déjà quelque chose que souvent toutes les personnes ont, et puis elles peuvent se faire confiance sur ce sujet. Et d'ailleurs, vous avez raison. Si certaines femmes n'aiment pas la levrette, c'est parce qu'elles n'aiment pas leur corps, alors qu'en réalité, l'homme, il aime la levrette parce qu'il voit les fesses et son pénis qui rentre dans le vagin. Donc, il ne regarde pas tellement les formes du corps de sa partenaire. Il est très focalisé sur quelque chose de particulièrement, en général, enfin, il me semble. Hein. Oui, bien sûr. Et là, c'est pareil. Toutes les femmes, a priori, en sont pourvues. Donc, ça devrait bien se passer. Voilà. Bel été à tous. Et puis, bien sûr, on se retrouve. Et puis, tout cet été, de toute façon, je ne vous quitte pas puisqu'on écoutera les meilleures émissions que vous pourrez entendre toujours. Voilà. Et puis, je vous souhaite à tous un superbe été. Merci Arthur Vernon. Merci Brigitte. Très belles vacances à tous. Merci. Et tout de suite, vous retrouvez bien sûr, c'est votre avenir.